Bienvenue à tous pour la présentation du livre de Stéphane Di Pasquale consacré à Simone Évrard, épouse valeureuse de Marat. Et en arrivant, vous avez pu constater donc les inscriptions qui ont été peintes sur le trottoir. Hein. C'est une agression évidemment de groupes sionistes, fascistes, qui s'est produite pendant la nuit dernière. C'est très très grave. Nous allons d'ailleurs porter plainte parce que c'est la deuxième fois que notre librairie et notre salle sont attaquées par ces groupes dont, par ailleurs, vous pouvez connaître les méfaits dans d'autres circonstances et dans d'autres lieux. Donc, nous sommes avec Stéphania Di Pasquale et nous sommes avec Jean-Marc Schiappa, qui est à la Libre Pensée, qui est aussi, qui fut responsable pendant longtemps de l'Institut de recherche et d'études de la Libre Pensée, de l'IREL. Robert Peruti, qui va vous présenter les principes généraux de la Libre Pensée. Donc, tous ces siècles, les femmes ont servi de miroir, doté du pouvoir magique et délicieux de refléter la figure de l'homme en doublant ses dimensions naturelles. Chers et chers camarades, inaugurer une soirée consacrée à la grande révolutionnaire Simone Évrard avec cette citation de Virginia Woolf me semblait particulièrement à propos. En effet, chacun de nous le sait, la vie et l'œuvre des femmes est encore trop souvent invisibilisée dans nos sociétés. Nom des rues, des bâtiments, construction des modèles et des imaginaires, place du matrimoine dans les livres d'histoire et dans le roman national, tout est encore à construire, et quelle belle et inspirante tâche pour les années, les décennies et les générations à venir. Cet inquiétant constat est malheureusement d'autant plus valable si son mari est lui aussi un éminent révolutionnaire, tant et si bien que nous avons décidé à la Libre Pensée d'organiser cette soirée en grande partie dédiée à Simone Évrard, en lien avec la publication d'un ouvrage qui lui est consacré, dont voici l'autrice, Stéphania Di Pasquale. De même, Jean-Marc Schiappa, qui est membre de l'Institut de recherche et d'études de la Libre Pensée, nous fait l'honneur pour développer sur Jean Marat, un grand révolutionnaire et l'époux de Simone Évrard. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter Simone Évrard, faisant partie intégrante de notre matrimoine et encore malheureusement trop méconnue. Simone Évrard naquit à Tournus en Saône-et-Loire le 6 février 1664 et mourut à Paris le 24 février 1824. Elle fut l'épouse du grand révolutionnaire Jean Marat. Simone Évrard. Jean-Paul. Ah d'accord. Elle vivait à Paris chez sa sœur Catherine Évrard, dont le mari Jean-Antoine Corne est typographe à l'Ami du Peuple, journal de Jean-Paul Marat. Dans sa réponse aux détracteurs de l'Ami du Peuple, la sœur de Marat, Albertine, décrit l'année 1791 comme une année particulièrement difficile pour son frère. Simone intervient dans la vie de Marat à un moment où il a besoin de soutien à tout point de vue. Marat est très isolé et sa situation est très précaire matériellement. Les connaissances que nous a apportées François Chèvremont sur la famille Évrard nous permettent de comprendre comment Simone a aidé Marat à publier ses placards. Donc c'est le nom d'un ouvrage, c'est pas... ses placards d'août-septembre 1792 et reprendre son journal fin septembre de la même année. Des témoignages d'époque montrent que Simone était bien considérée comme formant un couple avec Jean-Paul Marat qui lui aurait signé, avant de devoir fuir en Angleterre, une promesse de mariage publiée dans un journal qui s'appelait le Journal de la Montagne. Une grande partie de la famille de Marat publiera dans ce même journal une lettre datée du 22 août 1793 où elle s'adresse à Simone Évrard comme leur sœur. Donc elles utilisent le terme sœur. Consécutivement à l'assassinat de l'Ami du Peuple, Simone restera à Paris, vivant avec Albertine Marat et veillant sur la mémoire de son amant. Elle entamera la publication des œuvres politiques et patriotiques. Elle ne fera paraître guère qu'un volume. Simone Évrard décédera en 1824 à l'âge de 60 ans dans une chute des escaliers. Et donc beaucoup plus récemment, c'est-à-dire en 2021, janvier 2021, donc sans doute beaucoup trop tardivement, en tout cas c'est mon point de vue très subjectif,
est sortie en Italie la première bibliographie consacrée à Simone Évrard, donc par toi-même, Stefania Di Pasquale. Et celle-ci a été traduite en français, donc encore plus récemment, et est disponible dans notre librairie. N'hésitez pas à regarder ces ouvrages. Il y a aussi d'autres ouvrages, notamment beaucoup d'ouvrages de Jean-Marc Chiappa, voilà, disponibles sur cette table. Et voilà, je vous invite chaleureusement à vous l'y procurer si ça vous intéresse. Donc, décès de Simone Évrard 1824 et première biographie 2021. Voilà, qu'est-ce qui justifie une telle invisibilisation pendant plusieurs siècles? En tout cas, moi, ça m'interroge. Je laisse la parole maintenant aux auteurs, mais peut-être d'abord à Jean-Marc Chiappa. Merci beaucoup, et surtout merci à toi, Stéphane. C'est un grand honneur et un grand plaisir de te recevoir dans ces locaux de la Libre Pensée. La Libre Pensée a une relation quasiment charnelle avec la Révolution française. Si vous descendez cette rue, vous descendrez nécessairement cette rue, vous allez au croisement tomber sur un restaurant qui n'est plus très bon, mais ça c'est un autre problème, qui s'appelle le Port du Salut, qui dans les années 30 était le rendez-vous des étudiants progressistes, à commencer par l'immense historien qui était Albert Soboul. Albert Soboul avait son quartier général juste en bas. Tout ceci, et le fait d'évoquer Soboul n'est pas uniquement un accident géographique. Comme vous le savez, certainement, Albert Soboul, comme un paquet d'autres militants du temps de Vichy, a été sanctionné, a été révoqué. Lui, comme beaucoup d'autres, ont eu des tas de problèmes professionnels. Est-ce que c'est une réminiscence de ce que nous vivons actuellement, ou le moins que l'on puisse dire, et c'est en relation avec ce que disait Michel, la liberté académique, la liberté de recherche, la liberté universitaire, la liberté d'opinion, la liberté de penser tout court, eh bien, ça rencontre quelques difficultés, on va dire. Et pourquoi, pour essayer de répondre à ta question, pourquoi Simone Évrard a été occultée pendant plus de 2 siècles? Pour une raison très simple, parce que c'est la Révolution. La Révolution, c'est quoi? La Révolution en général et la Révolution française en particulier, c'est ou ça veut être le triomphe de la démocratie. Dans un système qui, depuis 2 siècles, est basé sur l'inégalité, l'oppression, le sexisme, la discrimination, l'exclusion, tous les qualificatifs que vous pouvez imaginer, il est normal que quelqu'un comme Simone Évrard soit occulté, comme Babeuf, comme Marat, etc. Marat, et j'en dirai un mot avant de te laisser la parole, parce que je suis très bavard, je suis un latin. Tu fais bien. Marat, on connaît actuellement de Marat, surtout la figure médiatique de Michel Onfray, qui a consacré plusieurs bouquins, notamment un bouquin qui est l'éloge de Charlotte Corday, qui a assassiné Marat. Or, Marat, quand on regarde un petit peu, c'est une des figures les plus fortes de la démocratie, de la Révolution, une des figures les plus politiques. Et la réaction, c'est très bien ce qu'elle a fait en assassinant Marat. Elle sait très bien ce qu'elle fait en confiant, passez-moi l'expression, Marat. Elle sait très bien ce qu'elle fait en mettant dans l'ombre, la figure de Simone Évrard. Je me permets, avant de te passer la parole, d'attirer votre attention sur 3 petits problèmes. Autrement, on risquerait de mettre des confusions. Il ne faut pas regarder 1789, 1793 avec les yeux de 2025. Si nous cherchons dans 1793 les réponses aux problèmes de 2025, nous ferions une double erreur. D'abord, d'y chercher des choses qui n'y sont pas, et surtout de nous priver de toute réflexion personnelle ou collective sur ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire en 2025, c'est notre problème à nous, ce n'est pas le problème de nos ancêtres. C'est une première réflexion qu'il faut avoir. Et encore plus sur la question des femmes pendant la Révolution. Avant la Révolution et pendant la Révolution. Et après, ça sera encore pire avec le Code Napoléon.
La femme, ou l'homme d'ailleurs, au XVIIIe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, n'est pas considéré comme une personne autonome. L'unité de base de la société n'est pas l'individu, c'est le couple ou la famille. Anne Verjus, notamment, l'a remarquablement expliqué dans un bouquin qui s'appelle « Le sens de la famille ». Le prisme, c'est la famille, ce n'est pas l'individu. Et si on cherche la liberté individuelle, là, on ne la trouvera pas. Pour la femme comme pour l'homme, y compris même Marat d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que nous enseigne la Révolution ? Premièrement, la Révolution ne nous enseigne pas grand-chose, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est à nous de tirer les enseignements, mais ce n'est pas la Révolution qui nous parle, c'est nous qui devons la traduire. J'en dirais simplement une chose, elle nous enseigne que rien n'est immuable, rien n'est figé, rien n'est déterminé pour l'éternité. J'en parlais dans une émission de radio il n'y a pas très longtemps. La réaction nous explique toujours les choses sont faites pour durer. Les choses sont là pour toujours. Elles sont là pour toujours, jusqu'au jour où ça n'existe plus. Personne n'était allé sur la Lune jusqu'au jour où quelqu'un est allé sur la Lune. Le mur de Berlin était là jusqu'au moment où le mur de Berlin est tombé, etc., etc. Les choses ne sont jamais figées parce que les choses dépendent de l'action des hommes et des femmes. Et parmi les femmes qui ont agi puissamment en ce sens, Simone Évrard, que notre amie Stefania Di Pasquale va nous présenter. Et je me permets d'insister, on est vraiment très, 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 très heureux de te recevoir. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'être présents ici avec la météo qui c'est pas bon. Et alors, que dire de moi? J'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, à la Révolution française, que j'étais très jeune. J'avais 17 ans en 2009. Et en fait, depuis 2009 que j'ai commencé à lire, à étudier l'histoire de la Révolution française. Il faut dire que moi, avant de cet événement, je n'étais pas une bonne étudiante. Je n'avais pas envie d'étudier. L'histoire, c'est quelque chose qui... je ne m'intéresse point. Je déteste l'école. Je m'en fiche du tout. Cela, c'est arrivé. Et quand j'ai commencé à étudier la Révolution française, quelque chose, et moi, a totalement changé. Personnellement, je ne sais pas décrire ce moment-là de ma vie. Et je me rappelle que j'ai commencé à lire, à acheter des livres et j'ai commencé à étudier comme une folle. Et je dois remarquer que dans cette année-là, j'ai risqué d'être renvoyée à l'école parce que j'étudiais la nuit la Révolution française. Parce que j'ai lisé dans les manuels scolaires, je disais non, c'est pas possible, il y a bien des autres choses. Pourquoi j'éprouve cette admiration pour certains personnages quand les manuels scolaires disent le contraire? Et alors, j'ai commencé ma recherche. Et alors, j'ai commencé à lire, et puis quand j'ai fini mon lycée, j'ai commencé à voyager, à aller dans les archives au Pierrefitte-sur-Seine, aussi dans les archives en Bourgogne. Et puis, en 2012, j'ai eu la chance de rencontrer la journaliste, historienne et spécialiste de Marat, qu'elle a fondée avec l'historien Jacques Descoq à Bruxelles, Paul Nordgrupp, et j'ai travaillé, j'ai trimé, entre guillemets, avec elle, parce qu'elle était très, très sévère et exigeante dans la recherche historique.
Et alors, j'ai commencé à m'intéresser à Marat. J'ai fait face aux légendes noires sur Marat. Il demandait des têtes. Il n'était pas favorable aux femmes, etc. Mais dedans moi, il y était quelque chose qui me disait non. C'est pas la vérité. Il faut que tu vas continuer à étudier et trouver les documents que tu as besoin. Et en fait, j'ai trouvé avec Charlotte toute la vérité, parce que quand on lit un document écrit par le point de cette personne-là, c'est la vérité du personnage. J'étais vraiment heureuse dans cette période-là. Charlotte était si exigeante et j'ai lu toutes les œuvres politiques de Marat, toutes les œuvres scientifiques. Vraiment, j'ai connu toute de sa vie. Mais c'est pas une question d'un jour. J'ai eu besoin des années pour faire tout cela. Et à force d'étudier Marat, je me suis demandé sur sa femme, Simone Évrard, elle est toujours cachée, surtout après Thermidor, après la chute de Robespierre. On voit cette femme totalement oubliée par l'histoire. Et puis j'ai découvert qu'elle était pourchassée par les autorités thermidoriennes, mais encore plus pire par le Directoire, l'Empire de Napoléon, et puis sous la Restauration. Et qu'elle dirait, elle était une femme grandieuse, parce que je crois qu'elle a épousé Marat en épousant un mythe, un personnage qu'on aime beaucoup. Elle lisait déjà L'Ami du peuple, elle était une jeune femme très intéressée à la politique, à la philosophie. Ça suffit de lire son discours du 8 août 1793, après la mort de Marat. C'est un discours magnifique d'une femme, pas seulement cultivée, mais une femme très présente dans la politique, parce qu'elle utilise un langage très spécifique. Et je suis restée vraiment, je peux dire, entre guillemets, tombée amoureuse de cette femme, de sa politique. Et puis, je tiens à dire que sans Simone Évrard, Marat ne serait jamais existé. Parce que c'est elle qui a financé le journal Ami du Peuple. C'est elle qui a donné tout son argent pour Marat et pour financer le journal. Elle écrivait aussi, elle aidait Marat dans l'écriture. Elle était une femme vraiment magnifique. Et même si elle appartient à une famille de la petite bourgeoisie de la Bourgogne, elle est née à Tournou. Elle avait 3 sœurs. Et puis elle est restée orpheline à 10 ans. Et puis son père était mort et sa mère aussi, à différence de quelques mois. Et ici à Paris, il était une Tournousienne qui gérait une boutique de nouveautés. Et alors, ces 3 filles Évrard ont décidé de gagner Paris et travailler ici comme ouvrières. Mais Simone a continué à étudier. Elle avait la passion de la lecture et elle s'intéressait fortement à la politique. Et elle adorait le journal de Marat, ce qu'il écrivait. Et puis, elle a eu la chance, on peut dire, que son beau-frère
Jean-Antoine Corne, le mari de sa sœur Catherine, était l'imprimeur de Marat. Et cela est arrivé le rendez-vous entre les deux. Et puis d'autres choses, vous les pouvez trouver dans le livre que j'ai écrit. Vraiment, j'ai trouvé des choses magnifiques sur la vie de Simon Évrard que j'ignorais totalement. Et je me demande maintenant pourquoi Simon Évrard a été oublié par l'histoire. On connaît Simone comme prostituée de Marat, la servante de Marat. C'est toutes ces conneries qu'on lit dans certains blogs, aussi dans certains livres. Non, tout à fait. Simone Évrard était aussi une femme très distinguée. Elle était très élégante, mais à part ça, je comprends le motif pour lequel elle a été oubliée. On a préféré Madame Roland au Marie-Antoinette, la reine Marie-Antoinette, que je ne comprends pas le motif que la France va glorifier une reine comme Marie-Antoinette. Marie-Antoinette a voulu les massacres contre les Français. Elle a passé les plans aux Autrichiens pour lui dire « Ah, les Français seront ici, il faut les massacrer et puis il faut que moi je vais rétablir mon trône. » Alors pourquoi les Français, c'est une question que je veux demander à vous tous. Pourquoi les Français ont choisi de glorifier la reine Marie-Antoinette? Pourquoi on trouve des expositions consacrant à Marie-Antoinette, des films, elle est toujours martyre, la pauvre, la sainte, etc. Notre femme, c'est Madame Roland, elle est vue comme la martyre de la liberté. Et puis, un autre personnage que je trouve vraiment très grave, très très grave, c'est Charlotte Corday. L'habilitation de cette femme c'est une terroriste parce qu'elle a tué un homme à cause de la politique et à cause des idées politiques. Et alors, pourquoi glorifier un terroriste? C'est très dangereux aujourd'hui, en France et en Europe, glorifiant quelqu'un qui a tué pour la cause de la libre pensée. C'est cela. Alors, c'est comme ce qui arrivait à Charlie Hebdo. Alors, pourquoi on ne glorifie pas les terroristes? Quelqu'un me dit « Ah, mais t'es folle !» Mais c'est la même chose qui est arrivée avec Charlotte Corday. Charlotte Corday est devenue une héroïne en tuant un homme. Un homme qui n'avait pas le même pensée qu'elle. Et elle s'en sentit le droit de le tuer, de faire le voyage depuis de Caen et arriver à Paris pour le tuer devant la Convention, mais quand elle a su que Marat était malade, et puis elle s'est dit, bire, il n'est pas à la Convention, il faut changer le projet, et je me dois introduire dans sa maison. Et voilà, et je reste indignée comme Chapa disait tout à l'heure, que Michel Onfray, un homme qui est toujours à la télévision, il est toujours à la télévision, et puis si vous le regardez, il a le visage toujours angulé, non, ce visage qui seulement lui qui a la vérité dans ses poches, non? Et alors il a écrit un livre, La religion du poignard. C'est grave. Et
voilà, c'est comme justifier les attentats terroristiques. Je comprends pas la droite, par exemple, qui condamne justement les attaques terroristes, mais ne condamne pas ces gens comme cette fille-là qui avait des soucis au mieux avait des problèmes avec son cerveau. J'en suis sûre de ça. Elle a été totalement manipulée par les Girondins qui se sont réfugiés à Caen. Et elle a subi un rinçage de cerveau. Et c'est ça. Okay. Et alors, la France, dans ces dernières années, a préféré parler dans les émissions de Stéphane Bern mais c'est la vérité, mais c'est ce qui s'est passé à la télé et les gens, malheureusement, croient l'a dit Stéphane Bern et alors il a raison, il a étudié, non, au Michel Onfray. Alors, il a consacré cet épisode aux femmes de la Révolution. Il parle Charlotte Corday, Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, quelques mots, Charlotte Corday. Ce sont les femmes qui la France maintenant rappelle dans son histoire. Mais à part Simone Évrard, on a eu des femmes merveilleuses comme Claire Lacombe, par exemple, Pauline Léon, qui est toujours oubliée. Si tu demandes en français qui était Pauline Léon, personne te dira, bon, je sais, peut-être ma voisine, je ne sais pas, et personne la connaît, et personne connaît Simone Évrard. Et alors, j'ai voulu faire des recherches aux archives et avec Paul Group Bruxelles, des recherches qui m'ont permis de construire un bouquin, au mieux un essai historique consacré à Simone Évrard. En fait, pour qui a la curiosité de voir le livre, vous pourrez trouver des documents, beaucoup de documents, des témoignages de l'époque de qui a connu Simone Évrard et sa sœur Albertine. Puis il y a des images d'enfance de Simone Évrard, le lieu à Tournou qu'elle a fréquenté, sa maison natale, et l'acte de décès, que j'ai trouvé le lieu où a été inhumée la pauvre Simone. Et puis, j'ai consacré un petit chapitre à sa belle-sœur Albertine, parce que Albertine, c'est une femme, c'était la sœur de Marat. Et au moment de l'attentat, Albertine n'était pas ici à Paris, mais elle arrive après des lettres qu'avait écrit Simone à la famille de Marat. Et quelques frères et sœurs de Marat arrivent à Paris, mais il n'y a pas un bon rapport parce que c'est arrivé quelque chose de grave. La famille de Marat, quand Marat avait besoin, ses familières se sont totalement infichés de lui. Mais quand il est mort, ils ont prétendu de l'argent à la Convention, à l'État français, pour avoir de l'argent, pour être... comment ça se dit, pour indemniser, oui, pour la mort de leur frère. Alors, Simone et Albertine ont totalement disputé avec les frères de Marat et puis ils voulaient du travail ici important. C'est comment dire, dans les familles, nous ne sommes pas tous égaux. On grandit dans la même famille, mais nous n'avons pas les mêmes idées. Et alors, Jean-Pierre Olympiade, c'est avec son mari, retourne en Suisse sans rien.
Et Albertine sera la seule qui restera partout la vie à côté de Simone Évrard. Et si aujourd'hui, on a la possibilité de lire les œuvres politiques de Marat, ses œuvres scientifiques, c'est grâce à Simone Évrard et Albertine. C'est grâce à ces femmes-là qu'on ne nomme jamais, mais si existe Marat, c'est grâce à Simone. Voilà, c'est juste un petit que je peux dire de ma recherche. Puis si vous avez des questions, je suis là. Bravo. Merci. À savoir, est-ce que Simone Évrard a eu une action politique, je dirais, individuelle, en dehors de l'aide qu'elle a apportée à Marat, non seulement son aide financière, mais aussi son aide quotidienne, et est-ce qu'elle-même, elle est intervenue dans le paysage politique directement, à part quand elle a témoigné après, effectivement? C'est plutôt la défense de la mémoire de Marat, parce qu'elle était pourchassée, elle a subi la prison. Oui, oui, oui. Oui, c'est à cause de la mémoire de Marat. Oui, elle a vécu pour cela. Et puis pour la liberté des femmes, parce qu'elle a aidé aussi des indigents, elle a donné de l'argent aux personnes qui étaient plus pauvres qu'elle. Et... Elle n'a pas eu d'action comme Pauline Lacombe ou comme... non, voilà, pas comme ça. Hein, voilà. Non, non. Alors Jean-Marc est demandé la parole et puis ensuite il y a Benoît. Comment dirais-je? Eh bien, on a eu raison de t'inviter. C'est pas une formule diplomatique. Je suis pas très bon en diplomatie. Je suis même pas bon du tout. On a eu raison pour Simone Évrard et pour essayer de décortiquer. C'est la bonne vieille interrogation de Michelet. Pour que la Révolution nous bouleverse autant maintenant, qu'est-ce que ça a dû être en 1789, 1780, les années suivantes. Et ça implique nécessairement le combat réactionnaire, certains d'entre vous l'ont abordé, et on y reviendra, je pense, sur occulter et déformer la Révolution. Parce que la Révolution et l'histoire de la Révolution, c'est un enjeu. Ce n'est pas un enjeu... Enfin, c'est aussi un enjeu historique et historiographique, et j'y reviendrai sur toutes les choses qu'il faut découvrir, mais c'est un enjeu politique. Onfray, Stéphane Bern, etc., etc. C'est un enjeu politique quotidien, et ça pose des tas de problèmes. Par exemple, tu as eu parfaitement raison, Fabien, d'évoquer Théroigne de Méricourt. On parle de Théroigne de Méricourt. Théroigne de Méricourt, c'était... on va dire, une des premières féministes, authentiquement féministes, une des celles qui s'est le plus approchée de la revendication du droit de vote pour les femmes. Parce qu'attention, la revendication du droit de vote pour les femmes, elle est ultra minoritaire. Je le dis d'autant plus... À l'époque, elle est ultra minoritaire. Je le dis d'autant plus tranquillement, je vous livre un scoop, en principe au printemps, je sortirai un gros bouquin sur les femmes et la Révolution française. Donc j'ai travaillé là-dessus. Il doit y avoir 4 ou 5 textes à tout casser. Oui, pas plus. Et même, on les regarde. Par exemple, on nous dit, Olympe de Gouges, c'est une féministe. Premièrement, quand elle fait son bouquin, sa déclaration des droits de la femme, elle le dédie après la fuite de Varennes à la reine. Comme révolutionnaire, c'est un peu discutable. Quand vous prenez la déclaration des droits de la femme et vous prenez la déclaration des droits de l'homme, elle ne fait que recopier. Et sa déclaration la plus extraordinaire, stupide, parce qu'elle a fait des choses extrêmement intéressantes. Sa déclaration la plus emblématique, la femme a le droit de monter à la tribune, mais ce n'est pas une revendication du droit de vote. C'est une revendication de la liberté de parole, c'est totalement différent. Or, Olympe de Gouges, on pourrait l'étudier dans les programmes de français, parce que c'est une écrivaine de théâtre formidable. Ces pièces de théâtre, c'est digne de Marivaux. Mais c'est pas ça
qu'on met en avant, c'est sa politique contre-révolutionnaire. Et je reviens à Théroigne de Méricourt. Je suis désolé, je suis vraiment bavard. Théroigne de Méricourt, à un moment, elle est fouettée par des femmes jacobines. Qui protège Théroigne de Méricourt? C'est Marat, qui s'interpose et qui... Marat, l'homme de sang, le terroriste, etc., c'est lui qui la protège. Et... Oh, je vais dire une vacherie, mais après tout... Il y a quelqu'un comme Madame Roudinesco explique que Théroigne de Méricourt est devenue folle. C'est pas vrai. Elle a été internée parce que son frère, pour capter l'héritage, et elle a été internée bien après la scène où elle a été fouettée. Donc, c'est une double escroquerie sur le rôle indépendant, on va dire, de Simone, mais pas uniquement de Simone Évrard. Les femmes qui ont eu un rôle totalement autonome, elles sont très très peu nombreuses, Théroigne de Méricourt, mais... Louise Keraglio, par exemple, oui, la première journaliste. Non, parce que Louise de Keraglio, c'est avec son mari. Elles sont toutes, sauf Théroigne de Méricourt, sauf... j'oublie quelqu'un, mais ça va me revenir, mais elles sont toutes en binôme. Pauline Léon, Claire Lacombe, c'est avec Varlet et Leclerc. Simone Évrard, c'est avec Marat. Mais Babeuf, pour prendre un autre exemple que j'essaye de connaître un petit peu mieux, tous ces gens-là, ces binômes, n'auraient rien pu faire sans l'autre. Et c'est pas la formule stupide qu'on utilise souvent, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme qui s'est effacée, c'est stupide, ça ne veut rien dire ça. À l'époque, c'est considéré comme des binômes, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que j'insiste sur ce que je disais au début, considérer l'individu comme étant l'atome de la société, c'est une erreur. C'est le couple, c'est la famille qui est l'atome de la société. Ce qui fait qu'à un moment, on a même envisagé de donner le droit de vote pour les familles. Et si vous regardez bien, quand Sieyès, en 1789, envisage de donner le droit de vote, il dit « pas les étrangers, pas les domestiques, pas les enfants, quel âge? Jusqu'à 25 ans. Et pas les femmes, et Sieyès, qui est un vrai hypocrite, disait « du moins pas pour le moment ». Et donc, c'est vraiment important de voir que toutes ces militantes et tous ces militants étaient indissociables. Et quand ils frappaient sur Simone Évrard, c'est sur Marat qu'il frappait. Oui. Je peux dire un mot ? Jean-Marc, oui. Ça s'est dégradé, c'est une évidence avec le Code civil, le Code Napoléon, à condition de bien voir. C'est pour ça que le tournant de 1794 est considérable. Malgré des choses extraordinairement complexes et confuses, les années 92, le divorce, et 93 vont vers une reconnaissance du droit des femmes. Par exemple, lors de la fête de l'unité du 10 août 1793, il y a un moment qui est de glorification des femmes qui ont marché à Versailles le 5 octobre, et dans le descriptif de la fête, David, qui est le rédacteur de la fête, dit « Et à ce moment-là, les femmes vont intégrer le souverain, le peuple souverain. » C'est magnifique comme formule. Les femmes font partie du souverain. 93, les choses vont se dégrader. Et très nettement, pas Thermidor, un peu après. Vous parliez, ou tu parlais, à juste titre d'éducation, la loi d'Onou de l'an 3 interdit les écoles pour les jeunes filles. Alors qu'en 93-94, c'est compliqué, mais ça existe. Et cette situation, c'est pour ça que le Code civil en quoi, le Code Napoléon, quelqu'un d'Ajaccio, qui a cassé ça, il est aussi lié à l'influence épouvantable de ce qu'on appelle les idéologues, l'Institut, Cabanis, la principale sommité médicale de l'époque, explique que pour des raisons médicales, les femmes sont inférieures. La notion d'infériorité des femmes n'existe pas dans les premières années de la Révolution, mais avec le Directoire, c'est net, et c'est encore plus net avec Cabanis et avec le Code civil. Et d'ailleurs, sur le divorce, c'est génial, façon de parler. Le divorce,
sous sa forme la plus libérale, existe en 1792, va être démantelé morceau par morceau, et pour revenir à une telle libéralité, d'une telle possibilité, une telle facilité de divorce, il faudra en France attendre 1975. 1975. Le droit de vote, comme vous le savez, 1943-44. Moi, j'ai peut-être quand même une petite réflexion à laquelle j'ai pensé. Je me suis arrêté sur une période très contemporaine. En fait, j'ai constaté que depuis 1993, j'ai commencé à là. Donc, il y a eu 1993, 2005, 2017. Donc, il y a eu 3 biographies de Marat qui ont été publiées depuis seulement 1993. Et donc, concernant Simone Évrard, la première date de 2021. Donc, il ne s'agit pas d'analyser la Révolution avec les yeux de 2025, mais de voir comment il persiste des biais dans la période contemporaine. Voilà. Avant de laisser la parole à la conclusion à Stéphania, est-ce que je peux dire un mot Bien sûr. Et je dis un mot à Stéphania qui est à la fois une question, une demande, un cadeau et une proposition. Ok. Tout ça en même temps. La chose est la suivante. J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années, on va dire, sur la biographie de ce grand révolutionnaire qui s'appelait Gracchus Babeuf. Le cadeau, c'est ça. Ok, merci. Non. Timeo Danaos et Dona Ferrantes. Il faut toujours se méfier des cadeaux. En travaillant sur Gracchus Babeuf, j'ai rencontré, c'est normal, la figure somptueuse, tragique de sa femme, puis sa veuve. J'ai même dit qu'elle avait quelque chose de troyen dans sa destinée, puisqu'elle a vu mourir tous ses enfants les uns après les autres. Et cette personne, Marianne Langlais, qui était un peu comme Simone Évrard, celle qui aidait à imprimer, à colporter, etc., celle qui, sans elle, Babeuf n'aurait pas pu être Babeuf, c'est très net. Or, il se trouve que Marianne Langlais, c'est son nom, n'a jamais connu de biographie, n'a jamais connu de biographe. Et je me faisais la remarque qu'il serait très bien qu'une jeune et talentueuse historienne, qui déjà connaît le problème de la biographie d'une femme révolutionnaire, puisse s'occuper de cela. Et ça, c'est à la fois une question et une demande. Et comme je suis vraiment une vraie crapule, je suis prêt à mettre à disposition toutes mes archives sur le sujet. C'est la proposition que je te fais. Tu es la personne, rêvée pour travailler sur Marianne Langlais. En tous les cas, c'est vraiment un vœu que je formule. Voilà Merci. On a tout dit en ce moment, dans cet après-midi. Je crois que je n'ai rien à ajouter, mais avant tout, je remercie pour la patience, aussi pour l'intérêt que vous avez mis pour nous écouter et discuter ensemble d'une période maintenant on parle plus en France, c'est la période de la Révolution, on parle souvent de la Seconde Guerre mondiale, c'est très juste aussi de la Première, mais tout ce qui arrive, nos droits, les droits de l'homme, et tout ça, la période aussi des philosophes, a été totalement oubliée. Et il faut faire, je crois, chacun de nous, de faire un effort et de continuer à parler et lire, s'informer de notre passé, parce que notre passé, c'est toujours le présent qu'on vit toujours. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est on pense que c'est notre droit, c'est normal, mais rien est dû. Et aussi promener dans la rue, parler, aller à l'école, avoir un salaire, etc. Nous le devons tout à la Révolution, à des hommes qui ont versé leur sang pour avoir des droits de citoyens de l'heure et d'aujourd'hui. Et il ne faut jamais oublier ces personnes et la mémoire ne doit pas tomber. Et j'espère que la ville de Paris aussi
prend un gage quelque chose sur quelques révolutionnaires ou quelques événements qui puissent consacrer la Révolution française. Pour le reste, j'espère que le livre de Simon Évrard puisse intéresser, parce que c'est un livre, j'ai mis le cœur à l'écrire. Voilà, en fait, vous pouvez voir qu'il y a des images dans l'intérieur. Il y a aussi des images des lieux consacrés à Simon Évrard, des documents d'archives. Vous trouvez aussi un petit chapitre qui se trouve, le dernier chapitre qui s'appelle « Sur les traces de Simon Évrard à Paris », de lieux touristiques liés à Madame Marat et à son mari Jean-Paul Marat pendant la Révolution française. Et en fait, c'est une espèce de guide pour rejoindre les lieux de la Révolution, comme les archives nationales, l'hôtel de Sulpice, jardin des Tuileries, le musée Carnavalet, musée de la préfecture des polices. Très intéressant. Oui, vous pouvez trouver d'autres choses très intéressantes, le café Procope. Et puis, il y a les adresses, le métro, le ligne de métro, les téléphones. C'est tout ce que j'ai voulu mettre dans ce livre, qui soit utile pour parcourir les lieux de la Révolution, les lieux qui concernent Madame Marat. Bien, j'espère qu'il puisse vous intéresser. Et rien. Merci vraiment. C'est nous qui te remercions. Merci. Merci.